Alors, parler de moi en quelques mots, ça va être un exercice de haute voltige, je le tiens à le préciser. Il y a tellement de choses à dire. Je m'appelle Omar Djelil, 45 ans, père de famille, 4 enfants. Je suis militant associatif. Je milite dans des comités d'intérêt de quartier, des associations de riverains, de commerçants avec qui je suis très impliqué sur les problématiques, particulièrement de la délinquance sur la voie publique, de la concertation locale sur les questions de désertification économique du centre-ville, d'autres implications évidemment. Donc ça c'est pour le volet associatif. Je suis militant politique, où je l'ai été, beaucoup moins, par déception, par résignation peut-être. Donc je connais bien le spectre politique puisque je suis passé de gauche à la droite et au-delà. Alors là aussi, mes détracteurs disent c'est un opportuniste, il a fait tous les partis. Non, c'est simplement que je n'ai vécu, j'ai pas eu de mandat politique, je n'ai pas eu de logement, pas d'emploi, j'ai pas eu de privilège quelconque, voilà, par conviction. Après, c'est comme toute chose, hein, c'est comme un plat, hein, on le goûte, il nous plaît, c'est bien, il nous plaît pas, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions dans le monde politique par des comportements, des pratiques moyenâgeuses. Ensuite, je suis aussi responsable dans une mosquée ici à Marseille, la plus vieille mosquée de Marseille, depuis 1975, déclarée en préfecture. J'y assure une fonction très honorable, je m'occupe de l'administration. Donc c'est vous dire à quel point c'est une tâche très lourde à gérer. Alors, pour revenir à ce qui nous concerne, ça c'était pour le volet un peu présentation rapide de qui est Omar Djelil. Après, vous verrez sur Internet, il y a mes opposants, il y a mes partisans, j'ai des détracteurs, j'ai des sympathisants, voilà. C'est naturel en politique ou même en religion, ça c'est quelque chose qui est naturel. Donc, pourquoi j'ai pris décision de faire cette vidéo? Parce que je suis l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Frère Tariq, la vérité impossible, donc on le voit ici à l'écran. La couverture, et donc j'ai souhaité à un moment donné prendre position sur des choses qui m'ont énormément choqué ces dernières années, particulièrement la banalisation, voire la collusion entre la classe politique dirigeante, régnante, et les frères musulmans de l'Union des organisations islamiques de France. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'étais le disciple de Tariq Oubrou, qui est devenu un peu l'égérie médiatique, c'est l'icône de l'islam de France. Alors il caracole sur tous les plateaux de télé, il écrit des livres avec les uns, avec les autres, un coup un rabbin, un coup un chrétien. Et puis j'ai décidé, parce que j'étais un ancien disciple, je suis resté près de 10 ans, j'avais une intimité, j'allais dire quasi exceptionnelle dans mes rapports avec Tariq Oubrou, hein. J'étais son disciple, c'est lui qui m'a formé, qui m'a enseigné l'islam du côté obscur, si je peux m'exprimer ainsi. Et je trouvais que c'était d'une indécence. Pourquoi? Parce que j'aurais pu ne continuer à ne rien dire. Et en 2012, il recevra la Légion d'honneur des mains d'Alain Juppé, qui lui-même est intervenu auprès de Manuel Valls, Premier ministre. Nous avons Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui vient de le nommer représentant et interlocuteur privilégié du ministère de l'Intérieur pour les affaires du culte musulman, ce qui est incroyable. Et il faut savoir que lors de sa visite à Bordeaux, Bernard Cazeneuve a refusé de rencontrer tous les acteurs musulmans. Il y a quand même une mosaïque d'intervenants, d'acteurs de la communauté musulmane, et il s'est rendu dans les 2 mosquées UOIF aux côtés de Tariq Oubrou. Ça signifiait exactement que l'État, qui pourtant est censé avoir une certaine neutralité, hein, puisque le ministre de l'Intérieur a la double casquette, double portefeuille, ministre du culte et ministre de l'Intérieur. Et il a clairement signifié à l'ensemble de la composante musulmane bordelaise, nous avons choisi les frères musulmans. Ça, ce message, il est clair et il peut être interprété comme on veut, mais quand on refuse de rencontrer les autres acteurs de la communauté musulmane, on se rend plus 2 mosquées qui est quand même ces 2 symboles, puisque c'est de là qu'est né en France l'UOIF, avec Fouad Alaoui, Hej Touami Vrez, et donc on voit que le symbole il est flagrant, il est clair, et le message il doit être interprété clairement de la part de la communauté musulmane. Donc s'attaquer à une icône qui est le chouchou de Juppé, qui est actuellement candidat dans la primaire de droite et du centre, qui est, rappelons-le, au journal officiel, on nous dit 32 ans de service.
service rendu à la nation. Vous prenez le journal officiel et c'est texto. Donc on nous explique que Oubrou a rendu service à la nation pendant 32 ans, ce qui est incroyable. Il n'a pas été membre des forces armées françaises, il n'a pas permis l'essor économique de ce pays, il n'a pas d'implication pour quoi que ce soit dans le tissu social, et pourtant il va être ainsi qualifié par le journal officiel. Bon. Donc on a tous compris que cette icône, qui est quasiment sacralisée par l'État français, c'est un exercice périlleux, et je pèse mes mots parce qu'il faut savoir que ce n'est pas attaquer que l'UEF, les frères musulmans, c'est aussi s'en prendre à leur premier soutien politique en France. Et je tiens à préciser que la plupart de mes témoins ont eu des visites de gens pour les informer que ma démarche était malhonnête, qu'il y avait une mauvaise intention dans les coulisses, que j'étais en train de conspirer et que je les manipulais. Il y a eu une forte pression sur beaucoup d'intervenants. Les maisons d'édition avec qui j'étais en négociation ou au moins en discussion ont fait toute marche arrière parce que je pense, et il est facile à le comprendre, c'est qu'une maison d'édition aujourd'hui qui publie un brûlot sur Alain Juppé alors que les sondages le donnent favori, il a une cote de popularité, on nous explique que c'est bon, il va gagner la primaire et puis il sera président français, et qu'une éventuelle élection à la présidence pour craindre des mesures de rétorsion. Ça, c'est une réalité. On nous explique la liberté d'expression, mais il ne faut surtout pas parler des chouchous quand en politique, ils ont le vent en poupe. Par exemple, aujourd'hui, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Après, on a dit Omar, c'est une manip parce qu'il veut se faire du pognon sur le dos de Oubrou. J'ai pas besoin je travaille, je suis honnête. Regardez, je suis assez bien logis, j'ai pas de manque dans ma vie, voilà. Donc cette envie de parler de Tarek Oubrou, c'est pas pour buzzer médiatiquement. Le buzz et moi, on s'est côtoyés longtemps. J'ai pris beaucoup de retrait par rapport à ma vie de famille. Mais c'est quoi exactement l'impossible vérité? C'est justement qu'on est en train de dévoiler, de démystifier un homme qui a eu l'incroyable intelligence de faire croire qu'il était une brebis alors qu'il est un loup, voire un loup-garou. Et ça, c'est la force, on peut lui reconnaître là-dessus, Oubrou, c'est qu'il a réussi à endormir tout son monde pendant 20 ans, au moins 30 ans. Et pour les témoins, alors il faut savoir une chose, les témoins ne sont pas dans une démarche électoraliste par rapport aux primaires, ils ne sont pas dans une démarche même anti-Juppé, mes témoins ne sont pas dans une démarche de racolage médiatique. C'est des gens qui ont eu une aventure intense aux côtés de Tarek Oubrou, que ces gens-là ont vécu des conditions de travail, parce que vous verrez dans les témoignages du livre, il y a des gens qui étaient salariés de l'association de la mosquée, vous avez des gens qui ont eu des brisures, des psychologiques, psychiatriques pour certains. Moi, ça a été aussi mon cas. Vous évoluez dans une espèce d'océan de démagogie, de populisme musulman, de mensonges, de manipulation mentale. Vous avez affaire qu'à des pervers narcissiques. Et ça, c'est chez les témoins quelque chose parce qu'il y a une vraie aventure humaine. Moi, je suis parti à Bordeaux 4 reprises. Qu'à Bordeaux, j'ai revu ses anciens disciples. Eux, ils parlent de sujets qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Après, l'aspect politique, tout ça, ça ne les concerne pas. Eux, ils sont dans une démarche de dévoilement, de manifestation de la vérité. Et ça, c'est quelque chose quand on lit le livre, qui ressort, qui se jette, qui se projette au regard du lecteur, c'est que c'est des gens, ils disent simplement, avec des mots simples, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont enduré, comment ils ont été obligés de mener un travail, un effort sur soi-même, de dépollution idéologique, de déradicalisation, puisque c'est le mot à la mode, ça fait bien de dire, on en parlera tout à l'heure. Et donc, tout ça pour dire que ces témoins-là, ils disent simplement des choses, ils mettent des mots sur des douleurs personnelles, des souffrances personnelles, et ça, c'est quelque chose qui doit
pris en cause par le lecteur. Voilà, c'est des souffrances, je vous dis mettre des mots sur des douleurs personnelles. Et donc là, c'est le volet intimiste du livre. Et puis il y a le volet idéologique, qui est quand même plus important. Savoir que nous, le livre, il part sur des déclarations de Tariq Oubrou. On ne fait pas de calomnie, on ne diffame pas, on ne lance pas des accusations ici et là. C'est simplement reprendre les propos de Oubrou dans la presse, comme par exemple lorsqu'il dit à rue 89, un journaliste de rue 89 Bordeaux, qu'il a quitté la confrérie des frères musulmans depuis l'âge de 19 ans. Nous lui amenons la contradiction. Donc on fait une démonstration à partir des propos de Tariq Oubrou. Voilà. Et sa relation avec le Hamas, l'antisémitisme, la christianophobie, parce que ça aussi fait partie de l'aspect que Oubrou cache, il se camoufle derrière le dialogue interreligieux, et on le voit bien dans le livre, comment le dialogue interreligieux a notabilisé Tariq Oubrou et notabilise l'UOIF par exemple ici en France. Ça, ensuite vous avez ce que Oubrou refuse de dire, puisqu'il caracole pas mal, je suis Charlie, je suis homo, il fait des livres sur l'homosexualité, sur des thématiques comme la démocratie, la laïcité, il a de beaux discours, de belles formules. Et puis nous, on lui amène la vraie contradiction. C'est simple, c'est les arrières-cuisines de Tariq Oubrou et de l'UOIF. Et là, le message n'est plus le même. Vous avez donc un discours très adapté à la société française, et puis le discours en interne. Et c'est ce discours en interne qu'on a souhaité mettre en avant avec les victimes du gourou Tariq Oubrou, parce que c'est une vraie secte. Hein. Les gens qui rentrent là-dedans, ils sont formatés et ils sont endoctrinés. Pour moi, aujourd'hui, la structure même de l'association où Tariq Oubrou règne comme un dictateur, c'est une secte et il est le gourou, il est au sommet. Donc ça, c'est pour vous parler de ce que lui, il n'ose pas révéler. Et qu'est-ce qu'on révèle? Que pendant longtemps, et jusqu'à ce jour, il a été un apôtre, un aficionados de Ben Laden, puisqu'à l'époque, il nous expliquait que Ben Laden était le Saladin des temps modernes. Il nous a expliqué que les Juifs c'était l'abomination suprême, parce qu'ils avaient combattu Dieu, ils avaient combattu les prophètes, ils avaient combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Il nous parlait du CRIF en des termes terribles. La franc-maçonnerie, c'était la potence. Il nous a parlé des homosexuels, des caricatures, puisqu'il y a eu les premières caricatures à l'époque danoise. Ensuite, la première avec Charlie Hebdo, c'était le même refrain. Tous dans la gêne, tous au fil de l'épée, on va tous les massacrer. Et puis aujourd'hui, il a un discours. Mais pourquoi il a ce discours? Parce qu'aujourd'hui, l'UOIF a compris une chose, simplement de la stratégie. A compris que dans la société française, il y a de plus en plus de résistance contre l'UOIF. Et l'UOIF, en tant qu'entité, c'est une entité qui ne peut plus travailler, j'allais dire, sans sa politique d'infiltration, de pénétration des sphères influentes. Ça, ils ont mis une stratégie en disant à Tariq Oubrou, tu défriches le terrain, et quand tu réussis à être adoubé par la classe politique, par les médias comme c'est le cas, lorsque tu seras assez bien intégré dans le système, à ce moment-là, nous viendrons derrière toi et tu nous introniseras. Ça, c'est la stratégie. Et je vais prendre une parabole, c'est une parabole qui s'inspire d'Hollywood, par exemple. C'est Indiana Jones. Tout le monde connaît Indiana Jones, l'aventurier, avec un petit garçon, une dame, un ami. Et là, ils sont poursuivis par une meute de néo-nazis, ou des Indiens d'Amérique, d'Amazonie. Et là, ils arrivent devant une falaise, un précipice, et il y a un pont. En bois, le verre est vermoulu, les cordes sont à moitié coupées, et ils se posent la question de traverser donc ce pont. Et là, il y a une stratégie qui sera mise en place par Indiana Jones, c'est d'y aller à la queue leu-leu, un par un. Et bien cette stratégie, c'est une parabole, c'est une métaphore, mais elle symbolise la stratégie que met en place l'UOIF à partir de Tariq Oubrou. Car si Tariq Oubrou, avec les positions très libérales, très républicaines qu'il a actuellement, il aurait dû être excommunié, puisqu'il y a des gens à l'UOIF qui ont dit des choses moins graves qu'Oubrou, ils ont été excommuniés.
Oubrou n'est pas excommunié, ce qui veut dire que toutes les déclarations qu'il fait, elles sont tolérées, cautionnées par la direction nationale de l'UEF. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Contrairement à Alain Juppé qui nous explique que en permanence il fait des tribunes contre Tariq Ramadan, alors que Tariq Ramadan mène des conférences conjointes avec Tariq Oubrou et que Juppé ne condamne jamais Tariq Oubrou. La preuve, récemment encore à Lille, il y a eu 3 participants qui se sont vus refuser le territoire national pour des propos anti-juifs, anti-homosexuels, et qui se sont retrouvés interdits de territoire national, alors que dans la même conférence, il y avait Tariq Oubrou et Tariq Ramadan. Donc c'est dire à quel point vous avez l'UEF qui met en place une espèce de stratégie d'ambiguïté. Oubrou dit il est libéral républicain, les autres derrière ne disent rien, parce que c'est ça. On parle de vraiment la taqiyya dans sa forme la plus pure. Voilà. C'est dire à quel point on est prêt à renier nos convictions idéologiques, religieuses, parce que le but à atteindre fait qu'on doit le faire. C'est comme ça, la taqiyya est un péché mortel. Seuls les gens qui la pratiquent vous diront qu'elle est licite en religion, or elle ne l'est pas. Et cette stratégie-là a permis aux politiques aujourd'hui de s'affranchir de certains garde-fous, parce qu'il y a encore quelque temps, un homme comme Amar Lasfar, le président de l'UEF, se serait jamais permis de dire, et particulièrement à mon époque où j'étais très engagé avec l'UEF, de dire dans une tribune devant un parterre de militants, on nous accuse d'être frères musulmans, je suis fier, on est fier, et c'est notre fierté d'appartenir aux frères musulmans. Bon, je veux dire, ils s'en cachent plus. Lorsque vous avez Martine Aubry, vous avez Najid Vallaud-Belkacem qui se rendent à leur congrès, vous avez aujourd'hui Cazeneuve qui adoube, Juppé qui intronise, et aujourd'hui on est en train de vivre une situation qui est burlesque. C'est hallucinant. Et ça, c'est parce que justement on est dans une phase délicate en France au niveau du politique, c'est qu'il y a un taux d'abstention très fort. Et ils sont à la recherche de réserves de voix. Les gens ne veulent plus voter, il y a une fracture, il y a un divorce avec le politique, le citoyen. Cette réalité-là, elle se vit à chaque élection, et aujourd'hui le politique, parce qu'il a besoin d'être réélu, il va chercher un électorat. Même si ce même politique hier défendait Israël, aujourd'hui va aller racoler chez les frères musulmans de l'UEF. Et là où il y a aussi une arrière-pensée pour l'UEF, c'est l'espoir de voir Alain Juppé élu président de la République, puisqu'il faut savoir que même s'il a mis en sourdine le projet de grande mosquée cathédrale UEF à Bordeaux, le projet est toujours dans les tuyaux. Sauf qu'il y a une telle résistance, il y a eu un tel levé de bouclier, un tollé général, qu'il s'est dit, moi, je préfère être élu président, après je décide. Et pourquoi c'est un enjeu important pour Tariq Oubrou, cette grande mosquée cathédrale? Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a un institut, l'Institut européen des sciences humaines, qui est à Château-Chinon, qui est financé par des fonds qataris saoudiens et qui appartient à l'UEF. Et aujourd'hui, avec la gauche au pouvoir, comme demain avec Alain Juppé, il y a un rapport de force qui est en train de se constituer dans notre pays pour que l'UEF gère le culte musulman. C'est-à-dire que tout ce qui est aumônerie, imama, sera délégué à l'UEF à partir de son Institut européen des sciences humaines. C'est dire l'enjeu, c'est que ces gens-là risquent demain de former tous les imams de France. Ils risquent de former tous les cadres de l'islam en France. Et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui n'est pas envisageable. On ne veut pas de clergé, parce que si c'est eux le clergé, on n'en a pas besoin. Ensuite, la question de la déradicalisation. Par exemple, à Marseille, à Bordeaux, vous avez le CAPRI. C'est un centre de déradicalisation qui est créé de toutes pièces par l'UEF et Tariq Oubrou. Sauf que le président, c'est un idéologue des frères musulmans. Les secrétaires de l'administratif sont des femmes de lieutenant d'Oubrou. Les 3 imams qui officient sont des frères musulmans de l'UEF. Et vous avez comme couverture, comme vitrine, pour agrémenter, garnir un peu la façade, vous avez le secrétaire général
qui est Monsieur Marik Fetou, qui est un adjoint d'Alain Juppé, qui est la caution morale de Oubrou, puisqu'il s'est transformé, c'est devenu son attaché de presse, son porte-parole, son délégué syndical. Voilà. C'est quelqu'un qui ne jure que par Oubrou. Et d'ailleurs, Oubrou évite d'envoyer à l'étranger ou dans d'autres institutions le président. Parce qu'on le voit vite, c'est vite vu que c'est un islamiste, on voit que c'est sa tête, et on l'écoute, on a tout compris. Alors on voit un jeune élu, adjoint de Juppé, cravate, costume, qui rassure. Voilà, ça c'est le terme que je cherche, il est rassurant pour l'interlocuteur. Et tout l'intérieur du Capri, c'est les frères musulmans, et en extérieur on a mis un universitaire, un sociologue, un avocat qui s'occupe des sectes, Picotin, Maître Picotin par exemple, qui a été l'avocat de Oubrou lorsqu'il était embêté avec les fidèles qui voulaient sortir les dossiers. Ensuite, vous avez donc la question de la déradicalisation. C'est-à-dire qu'on va sortir des jeunes des griffes de Daesh pour les mettre chez les frères musulmans. Je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se payer le luxe, avec tous les problèmes que rencontre notre pays, de voir la formation des imams, les aumôniers dans les prisons et les hôpitaux, et la déradicalisation déléguée à l'UEF? C'est pas acceptable. Quand vous voyez que Hassan Iqiyoussen, dans une vidéo, dit, parce qu'il a interpellé dans une mosquée, il y a des fidèles qui disent, t'as vu, François Hollande, son mandat, c'est la décadence, le mariage pour tous, et il s'énerve, et il dit, nous avons fait campagne pour François Hollande, et nous avons assumé, et nous assumons ce jour. C'est dire que quand on connaît les positions de Hassan Iqiyoussen contre la France, qu'il puisse faire une vidéo où il dit, nous avons fait campagne pour François Hollande, et qu'à côté, vous avez des socialistes et des gens de droite qui reçoivent Oubrou, qui reçoivent l'UEF, je trouve un changement radical dans la vision que les gens, la classe politique vis-à-vis des frères musulmans, qui est dramatique. On les entend sur les plateaux de télé dénoncer l'antisémitisme, vous lisez le livre, vous comprenez que l'antisémitisme en France est né à partir de l'UEF. Les jeunes Français qui ont grandi dans les banlieues, à part des lointains échos du problème palestinien, ils ne connaissaient pas toutes ces histoires, le sionisme, Israël, machin. Et c'est l'UEF qui nous a endoctrinés et qui nous a permis de devenir ces militants, son bras armé sur le terrain social. On allait créer des associations de jeunes et on a recruté ainsi tout un vivier de militants. C'était la pépinière, hein. On venait se servir, il fallait 200 militants, on en avait 200 à amener. Et ça a été pour nous un engagement intensif pour la malhonnêteté, pour le mensonge. Ils se sont fourvoyés, ils nous ont fourvoyés dans la religion. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui vous avez éventuellement, je ne sais pas, mais l'opportunité de voir Alain Juppé devenir président, sans appeler à voter contre aux primaires. Je prends position pour personne puisque je ne soutiens personne et je n'ai pas l'intention d'aller voter pour les primaires. Mais ce que je sais, c'est que Alain Juppé peut demain ouvrir une boîte de Pandore et banaliser, notabiliser, donner une respectabilité à des gens qui sont des terroristes, des criminels. Et ils ont beau avoir le costume, cravate, le sourire, vous parler comme vous avez envie de l'entendre sur la laïcité, sur la République. Quand ils sont en position de force dans un pays, il suffit de voir les pays où il y a les frères musulmans, vous allez tous comprendre. Et quand ils sont en position de faiblesse, ils s'arrangent pour faire dans le courtisan, toujours dans le sens du poil. Et ça, c'est le danger, c'est que nous avons des frères musulmans à l'étranger qui cautionnent les attentats, qui font des fatwas pour décapiter les gens, mais qui en France et en Europe vont vous dire « Ah ben nous, vous savez, on n'est pas trop pour ça, parce que nous on respecte la laïcité, la République. » Tout ça, c'est du pipeau. Nous, on a été confrontés de l'intérieur, les témoins peuvent vous dire, ils n'ont pas parlé que de Jia, Ben Laden, le Hamas, le fils. Non, ils ont aussi parlé, les témoins, de leur vision de l'islam en France, un islam séculier, apaisé et apaisant pour les non-musulmans. Des gens qui parlaient des relations entre communautés interreligieuses de façon très posée, structurée, avec un vrai désir de se rapprocher de nos compatriotes non musulmans. C'était des gens qui avaient dans leur tête, dans leur esprit,
en allant avec Oubrou, l'idée que en tant que musulman, on devait avoir une place dans ce pays, dans cette société qui nous a accueillis, qui nous a recueillis, qui nous a vu naître. Et en contrepartie, on s'est retrouvé à soutenir Ben Laden, les talibans, le GIA, le FIS, sachant que tous ces gens-là venaient aussi dans nos mosquées pour des collectes, pour des prêches. Et cette réalité-là, si vous êtes abonné à certains magazines qui aiment beaucoup passer Oubrou, même France 2, hein, le dimanche matin, maintenant on nous met Oubrou au programme de France 2. Bon. En tout cas, pour vous dire simplement que le livre est bien, parce qu'il part sur une bonne base, il est humain, c'est des témoignages forts de gens qui ont connu vraiment une détresse humaine. Moi je pense à cette secrétaire particulière de Oubrou pendant 15 ans, qui a été loyale, fidèle, et qui du jour au lendemain a été jetée. On a lancé contre elle des accusations incroyables qui étaient infondées, mensongères, calomnieuses. Et ça, c'est la stratégie. Et vous avez aussi d'anciens disciples qui ont quitté l'association de Tariq Oubrou et qui vous disent comment ils ont été endoctrinés avec Hassan el-Banna, avec la doctrine des frères musulmans. Et ça se déroule à ce jour. Sauf que depuis 2001, l'apparence est trompeuse puisqu'on est passé d'un prosélytisme visible à un repli en disant voilà, nous on sera plus discret, on évitera certains sujets, on évite, on parle ou on parle pas. Voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui il y a toute cette stratégie qui a été planifiée au niveau de la direction nationale du OIF et au niveau local avec Oubrou. Et ça, c'est des dangers qu'il faut nous dénoncer. Et donc les témoins ne font que des mises en garde. Voilà, ils ne cherchent pas le succès, ils ont eu beaucoup de pression, ils en ont encore. Certains ont failli craquer. Ils ont donné un point de vue qui était le leur, qui est respectable, qui est honorable et qu'il faut privilégier par rapport aux frères musulmans. Voilà. Donc on peut avoir plein de débats sur l'islam. Voilà, moi je suis prêt à discuter avec de tout. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. J'ai aucune satisfaction personnelle à mentir aux autres, ce qui est leur cas. Donc on peut parler de tout. Mais on peut dire surtout aujourd'hui un avertissement, un appel solennel à la nation. Ce qu'il se passe aujourd'hui avec les frères musulmans est dangereux. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez un livre qui s'appelle Tariq Oubrou, La vérité impossible, et qui est éloquent de vérité, qui est criant de vérité, et qui vous dira ce qu'aujourd'hui nous risquons de laisser ces gens continuer à faire de la déradicalisation, à faire les aumôneries, à aller voir nos malades, à nous voir nos jeunes incarcérés, aller dans des conférences, inviter dans des loges maçonniques. Oubrou qui va dans les loges maçonniques, il va à Auschwitz, il va voir l'amitié judéo-musulmane, il va avec le CRIF. Et tout ça, que dans un objectif simple, étoffer son carnet d'adresses. Il crée, il tisse son réseau, comme une toile d'araignée. Sauf que Tariq Oubrou, pour survivre, il mange ses congénères. C'est un peu comme les veuves noires. Donc voilà, pour pas faire la promotion de mon livre, mais pour expliquer le sens de cette démarche, j'ai voulu, avec d'autres, faire cette vidéo pour vous dire, voilà, il y a un livre qui est en téléchargement gratuit, soit sur ma page Facebook, sur ma page Twitter ou sur mon site jelilblog4.ever. Et c'est l'occasion pour vous, à l'aube d'une primaire, de savoir quel choix de société vous souhaitez aujourd'hui. Merci.